Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Samba Sima, le champion de France en titre des 61 kilos, médaillé de bronze au récent championnat du monde, ainsi que son coach Malik Sylla, qu'on ne présente plus, même si on va en parler forcément avec lui, de son club, de ses athlètes et de plein de choses. Merci les garçons d'être venus. Merci à vous pour l'invitation. Franchement, un grand plaisir. On a eu l'occasion de t'interviewer lors des championnats de France, Exact. où tu nous avais régalé. Ouais, merci. Allons tout de suite. Allez, première question frontale. Pourquoi n'as pas tu atteint la finale des championnats du monde? Qu'est-ce qui fait que tu perds en demi-finale contre le Tadjik? Bah, c'est... On va dire, j'ai déjà perdu sur une décision partagée. C'est, on va dire, pas que de la faute des arbitres. J'aurais pu... Parce qu'il m'a amené au sol, j'aurais pu défendre autrement et me relever plus vite. Mais voilà, pourquoi j'ai pas atteint la finale? Bah, à cause de la décision des juges et voilà. Ma deuxième question, on va revenir dessus, hein, bien, forcément. Ma deuxième question va à Malik, à ton coach. Est-ce que si tu avais été dans son coin, il aurait remporté ce combat? Moi, j'ai eu entièrement confiance au staff de l'équipe de France. Donc à ce niveau-là, je peux pas dire ça aurait changé grand-chose. Le boulot, il avait été fait en amont. Du coup, le samba qu'on a vu dans la cage, c'est aussi le samba, entre guillemets, fighting beat. Donc voilà, vraiment, moi, j'ai suivi ce combat des tribunes. J'ai pas eu à dire grand-chose pendant le combat. Et voilà, pour moi, le tournant de ce fight, il se fait à un moment où Samba est magistral sur ses sprawls, mais l'adversaire continue son mouvement. Et c'est ce petit truc qui, pour moi, a pu faire basculer le combat du côté du Tadjik. Mais sinon, il suffit de voir le parcours de Samba aux France, j'étais pas là, aux mondiaux, pardon, j'étais pas là. Voilà, il ne s'agit pas que de moi. Et lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il était auréolé du staff de l'équipe de France. Et à ce niveau-là, voilà, c'est ce qui se fait de mieux ici. Donc voilà, il n'y a pas de... À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Comme tu dis, il y avait Nicolas Haute et Christophe aussi dans son coin. Il y avait aussi Johnny Franchet, etc. Donc, je ne remets pas nullement en question leur capacité, leurs compétences, bien entendu que non. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que je sais que parfois, lorsqu'on est avec son coach dans le coin, il peut se sentir rassuré. Et on sait que tu as quelque chose que tu mets souvent en avant dans tes trainings, c'est l'envie de gagner. Donc, est-ce que tu aurais peut-être trouvé les mots mentalement pour que Samba puisse se dépasser? C'est par rapport à ça, tu vois, je disais ça. Par exemple, tu vois, on a Souil, tu vois, qui s'est retrouvé en finale, qui était assez dans ta catégorie et qui est devenu champion du monde. Est-ce que le fait qu'il ait Joe, tu vois, dans son coin, tu vois, est-ce que, tu vois, ça te booste pas davantage? C'était par rapport à ça. Non pas par rapport aux compétences, tu vois, sur la technique, etc., sur ces conseils-là. Là, nullement, ça, je le remets. Mais plutôt sur le mental, quand tu as ton coach dans ton coin, est-ce que ça t'a peut-être manqué? C'est une simple question. Ça m'a manqué, oui, parce que bah, je suis né dans le MMA avec Malik. Et arrivé là-bas, j'étais en confiance, mais voilà. J'ai été très très bien coaché par Nico et Christophe. Mais il manquait certains, comme tu l'as dit, certains mots, certains trucs que Malik m'a dit pendant les phases de récupération. Et voilà, mais malgré ça, j'ai pu bien m'exprimer. Et c'est pas à cause de ce manque-là que bah, j'ai perdu à la décision, mais ça aurait été un plus de l'avoir dans mon camp. Ouais, j'aurais peut-être pu apporter des mots genre Come on, Leon! Comme le coach de Léon Edouard. What's wrong with you? Mais non, vraiment, dans l'ensemble, j'ai voulu vraiment qu'il vive cette expérience pleinement de loin. Ce parcours qu'il a eu, des championnats de France, même avant les championnats de France, tout le circuit MMA League, tout ça, c'est quelque chose qui était prévu. Samba, à un moment où il était un peu dans le doute et tout, je lui dis regarde ce qui va se passer, tu vas combattre, tu vas être champion de France, et après tu iras faire les championnats et tout d'Europe ou les championnats du monde, et tu verras, tu dois vivre ça pour comprendre beaucoup de choses. Et ce truc-là qu'il a vécu, il fallait que je sois en retrait. Parce que Samba, voilà, il est avec moi depuis qu'il a 13 ans, mais je suis son coach, je suis son mentor sur le plan sportif, j'essaie de l'aiguiller sur des choses.
Mais c'est comme un enfant, il m'appartient pas en vrai. Il fallait qu'il marche, qu'il grandisse. Voilà, qu'il grandisse. Et ça, en termes d'expérience, pour grandir, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, après, on va se retrouver, on va se dire, voilà, regarde, moi, ce que j'ai vu ça. Maintenant, on va travailler sur ça, Et je pense cette expérience-là va nous faire grandir encore sur le plan sportif, sur le plan humain, sur le plan organisationnel. Il y a des choses qui vont découler de ça et il fallait qu'on passe par là. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est forcément ce que tu dis très juste. Mais si on revient au championnat du monde, le fait que tu commences chaque jour le premier, les jours où tu combattais, tu étais le premier de la Team France à combattre, tôt le matin. Ça, on a remarqué, tu mettais tout de suite, grosso modo, le fait que tu gagnes tes combats, ça envoie une dynamique pour le reste du groupe. Donc, t'es l'étincelle de la journée, groupe France. Mentalement, il faut être fort. Donc, t'étais préparé à chaque fois le matin mentalement à y aller, en découdre? Franchement, j'étais déterminé, j'étais prêt. Je savais que j'allais jouer entre parenthèses sur la journée des autres combattants. Et voilà, je voulais mettre la barre haute pour leur permettre d'être en confiance. Et les 4 premiers jours, ça a fonctionné. Enfin, les 3 premiers jours, pardon. Et le 4e, j'ai échoué. Mais bon, ça me met pas une pression particulièrement, non, mais voilà, c'est cool de commencer en premier et d'exceller les 3 premiers jours. C'est quoi cette expérience que ça t'a apporté? Parce que t'as déjà combattu contre un étranger en France, t'as l'EF, mais ça restait en France. Même si c'était entre guillemets contre un japonais. Donc, mais là, t'es à l'extérieur, t'es en Albanie, tu combats que des étrangers. C'est quoi ce plus de combattre des étrangers par rapport... Est-ce qu'il y a un style différent ces étrangers? Est-ce qu'ils sont plus lutteurs que les Français? Parce qu'on sait que les Français, c'est du striking surtout. Du shootbox, donc striking et lutte, c'est vraiment ce qu'on aime. Ça t'a apporté quoi par rapport à cette expérience-là? Déjà, le style, comme tu as dit, c'est totalement différent. Parce que les adversaires que j'ai eus au championnat du monde, je connais pas leur style, je suis arrivé là-bas totalement dans l'inconnu des adversaires. Mais je savais à peu près ce qu'ils allaient viser, donc c'était la lutte. Et voilà, je me suis pas senti largué. Au contraire, je me suis senti bien sur les défenses. Et voilà, c'est ce qui différencie des combattants en France. En France, on est beaucoup plus striker, shootboxing, comme tu as dit. Et là-bas, ça dépend. Par exemple, j'ai affronté mon tout premier combat, c'était contre l'Espagnol. Lui, il était striker. Et après, quand j'ai fait contre le... Depuis, il l'est plus. Là, il est plus. Là, maintenant, il danse ou il dort, je sais pas ce qu'il fait. Parce que tu l'as mis un KO. Et les autres, le Kazakh et le Tadjik, eux, ils sont vraiment très lutteurs. Et c'est ce qui différencie. Donc en Europe, on est plus des strikers, et de l'autre côté, au niveau de l'Asie, ils cherchent beaucoup plus à lutter. On revient en combat contre le Tadjik. On va essayer d'analyser un peu ce combat. Sommairement, comme ça, rapidement. Moi, je t'ai senti fatigué lors de ce combat. Est-ce que c'est l'influx nerveux de la semaine qui a fait que tu descends? Pourquoi cette fatigue d'un seul coup? C'est dû, on va dire, au combat précédent, parce que on combat sur tous les jours sur une semaine, et c'est très fatigant parce que les nuits sont courtes. Tu peux dire aux gens, ceux qui ne savent pas. On est pesé le matin à 6h30, donc on est debout, et moi je combattais le premier, donc à 11h, et j'ai pas le temps de faire de sieste comme je pouvais le faire à l'AEF ou quand on combat le soir. Parce que 6h30, c'est-à-dire que tu te lèves à quelle heure? C'est ça le truc. 6h30, je me lève à 5h30. 6h, il y a la navette pour nous ramener à la pesée. Et 6h30, on fait la queue. On était presque 500 à faire la queue pour se faire peser. C'est ça, c'est 6h30, t'es pas pesé à 6h30, c'est-à-dire qu'à 6h30, tu fais la queue. Ouais. Ça veut dire que tu peux te faire peser 1 heure après. 6h30 jusqu'à 7h30. Et après, ils ferment les portes. Et donc, on fait la queue, on se fait peser jusqu'à 7h30. 8h, on rentre à l'hôtel. Et pour la peser, excuse-moi, je te coupe, il n'y a que one shot pour la peser. Si tu montes sur la balance, t'es pas au poids, c'est éliminé. Tu rentres dans ton pays. Tu rentres à la maison, ouais. Voilà. Donc ça met une pression supplémentaire. Exactement. Donc c'est peut-être un peu tout ça qui a fait aussi que tu arrives un peu émoussé. Voilà. Et comme j'ai dit, les combats, c'est un format très compliqué, c'est un format très dur. Parce que on combat, mais après, on doit supporter les autres athlètes. C'est ça, tu restes toute la journée à l'arène. Toute la journée à l'arène, de 10h jusqu'à presque 20h. Et il n'y a pas le temps de faire de sieste, on rentre, on doit manger. Il y a les coachs qui analysent les combattants. Tu dors pas, quoi. On dort très peu. Enfin, en Parce tout cas, que là, quand tu te dis 5h30, t'es debout. 6 heures par jour, à peu près. Ouais, tu peux pas récupérer, c'est impossible. 6 heures par Même jour. si t'es jeune, parce que t'as que 20 ans. Ouais.
Mais l'organisme, à un moment donné, forcément, tu le Ouais. payes. Il faut Ouais. savoir, lorsqu'on fait une nuit blanche, à cet âge-là, il faut une semaine entière pour récupérer de la nuit blanche et dormir derrière des heures convenables. Donc, on se rend compte que le métabolisme humain a besoin de dormir, de repos, de récupérer. Forcément, on va revenir maintenant aux qualités intrinsèques de Samba. Qui de mieux que son coach pour en parler. Si tu me dis, hein, pour moi, si je devais définir Samba en un mot, j'irais technique. Est-ce que c'est le mot que tu choisirais aussi ou est-ce que tu en as un autre? Et développe-nous, bien entendu, ces qualités. Alors, en tant que combattant, oui, complet. Parce qu'il y a beaucoup de choses de Samba que les gens n'ont pas vues. En tout cas, sur le volet MMA. Samba, il est complet. Il est technique, oui. Mais c'est un travailleur avant tout. Travailleur. Parce que, voilà, chaque fois qu'on lui a opposé voilà, un problème, un défi, bah, il a fait en sorte de trouver des solutions. Donc il cherche des solutions pour s'améliorer, pour progresser, pour dominer le domaine dans lequel on essaie de le chahuter. Donc ça, c'est important. Et est venu s'ajouter à cela, là, depuis un an et demi, le volet physique. Là, il frappe comme un 70, 77 kilos. Et je mens pas quand je dis ça, la puissance qu'il a là, c'est très difficile à gérer. Notamment pour les adversaires de son poids. Donc technique et physique. Parce que sur les défenses là qu'on a pu voir, par contre, défense de takedown, il a concédé très peu de takedown là sur tout le circuit AEF, pardon, AEF, des IMAF. Donc c'est voilà, c'est pas à négliger. Donc c'est en train d'évoluer aussi dans un autre sens. Donc voilà, on est toujours en formation, on est toujours en train de travailler et on va accéder au plein potentiel de Samba, j'espère, d'ici un an ou deux. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, d'ici un an ou deux, pardon, il y a la bascule en pro. Ce serait ça l'idée? Bascule en pro, c'est un objectif, oui. L'objectif, voilà, dans cette vision tunnel, on a le pro au bout, mais sur le chemin, il y a la progression. Les types d'adversaires, on cherche vraiment des adversaires qui vont le faire évoluer. On ne cherche pas les combats faciles, on cherche vraiment les combats qui vont faire évoluer Samba, et des combats dans lesquels on va pouvoir travailler, élaborer des stratégies en se disant, voilà, lui, on va pouvoir le battre, même si, entre guillemets, sur le papier, il est plus fort que nous, en travaillant de cette façon-là, on peut le battre. Et ça, c'est sans compter, entre guillemets, sur tout l'aspect physique, l'aspect technique, tous ces trucs-là que Samba est en train d'acquérir et tout, et qui va bientôt exploser à la figure des adversaires. Comment, concrètement, Samba progresse à la salle? C'est-à-dire, comment tu le fais évoluer? Il atteint forcément step by step, ok, mais à un moment donné, il atteint un niveau. Il atteint un palier, ça stagne un peu. Comment tu le fais évoluer? Forcément, tu vas me dire, ouais, je lui mets des handicaps, des thématiques, etc. Mais il y a plus que ça. Forcément, à un moment donné, il faut qu'il y ait des déclics. Comment tu vas le faire progresser avec ces déclics-là? Le thème, on va travailler à thème et tout, ça c'est commun, je pense, à tous les coachs, tous les process pour faire progresser un combattant. Maintenant aussi, je le fais sortir de sa zone de confort, en sens où on se prépare avec des judokas à la CBB, et eux, ils ont un physique complètement différent de nous, ils ont un style complètement différent. Centre de gravité. Voilà. Ça, ouais. Et vraiment, les judokas, enfin, moi, je connaissais pas vraiment ce milieu, mais les gars, c'est des chiens. C'est des chiens. Ils mettent la main sur vous, Ils ils lâchent rien. Et quand on a l'habitude de tourner avec eux, eh ben, je peux dire qu'après, c'est plus. Voilà, on connaît déjà, du moins. Je dis pas que c'est plus facile, mais au moins, c'est des braises sur lesquelles on a déjà marché. Donc, ce volet-là aussi, il a été très intéressant. On travaille beaucoup avec Sébastien Kalou, c'est l'homme de l'ombre un peu. Mais voilà, il fait un gros travail autour de Samba. Il apporte aussi sa touche. Et ça aussi, voilà, c'est sortir Samba de sa zone de confort, sortir Samba de Fighting Beat et le mettre un peu là-bas avec Seb et d'autres de son âge. Et ils se mettent vraiment ils se mettent la pression. C'est pas ils se mettent la pression, mais ils évoluent ensemble dans une bonne intelligence. Même si Samba est arrivé avec plus d'expérience dans le milieu et tout, mais il a eu des phases où, non, laisse tomber, lui, là, aujourd'hui, je me suis fait chiffonner par un tel et tout. Et c'est ça qui fait progresser, sur le plan physique, sur le plan mental aussi.
est-ce que toi, en dehors de ça, on sait que tu es coach aussi aujourd'hui dans le club le Fighting Beat, comme on peut le lire sur la casquette de Malik, à Rueil-Malmaison, précisons-le. Tu es coach, donc tu es coach pour les plus jeunes et pour les adolescents. Donc ça t'oblige à expliquer, à verbaliser, à mettre des mots sur les techniques. On sait que souvent, lorsqu'on explique quelque chose, on est obligé de bien comprendre, de bien assimiler. Est-ce que ça t'a aidé aussi à progresser, à te dire, ah tiens, quand je monte l'exercice, quand je vais expliquer, bah tiens, je me suis pas rendu compte de ça, ou je comprends mieux le mouvement, la technique, en l'expliquant et en le montrant. C'est exactement ça. Dès que j'ai commencé à donner des cours aux plus jeunes dans notre club, bah, j'ai vu d'autres aspects du sport, parce que je suis beaucoup plus minutieux sur les techniques et je vois des choses que je ne voyais pas en tant qu'athlète. Quand on est à l'entraînement, il y a plein de choses qui nous passent en tête, etc. Et pendant que je prépare les cours, je me dis, je vois certaines choses que je vois pas, comme je t'ai dit, et ça m'a apporté un peu plus sur mon style de combat. Et Malik disait dans une interview il y a quelques temps en arrière que le MMA, forcément, à un moment donné, tu as ton coach, forcément, tu l'écoutes, mais quand tu n'as pas le choix, c'est toi qui, à l'intérieur, tu dois prendre la décision. Est-ce que le fait aujourd'hui, toi, de donner ces cours, d'assimiler différemment la perception de la technique, dans la cage, tu arrives aussi, quelque part, à prendre la décision et pas forcément être sur l'écoute du coach? Oui, j'arrive à prendre certaines décisions, mais c'est... On reste encore 90% des choses que je fais, ça vient de Malik. C'est la manette, moi je suis le joueur de play. Donc j'arrive à prendre certaines décisions, mais la plupart du temps c'est Malik qui les voit avant moi. C'est normal, ça c'est l'expérience aussi. Ouais, l'expérience, ouais, c'est ça. L'expérience, l'œil du coach aussi. Et voilà, c'est ce qui permet aussi cette symbiose de pouvoir travailler comme ça, d'avoir un temps de réaction rapide et tout de la part de Samba sur certaines actions. Mais là encore, c'est des choses. Je vais pas, le jour du combat, demander à Samba de faire des choses qu'on n'a jamais vues à l'entraînement. Une retournée, voilà. On essaie des choses. Mais voilà, si ça lui convient, ça passe. Si ça lui convient pas, on passe sur autre chose. Je ne suis pas un fabricant de clones. Je ne suis pas comment ça s'appelle, Giro, je me rappelle plus de son colonel dans Dragon Ball, pour ceux qu'on la ref. J'apporte des... Ouais, le premier Dragon Ball. Hein. Ouais, pas Dragon Ball Z, voilà. C'est ça, ouais. J'apporte des concepts, des process. J'essaie de leur faire comprendre pourquoi il faut agir de telle façon à tel moment. Et ensuite, chacun développe sa technique autour de ce concept-là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de Samba ou d'un Rémi qui évolue aussi chez nous, d'un Modibo aussi qui évolue au club. Donc ils sont chacun différents. Ils ont vraiment une approche différente du combat, mais ils savent, selon leurs forces, selon leurs aptitudes physiques, techniques, comment agir à tel ou tel moment. Ce qui est intéressant justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as formé des combattants de MMA modernes. Parce que tu as fait du MMA, ouais. Un certain Cyril Dabaté, et Dieu sait, quand il parle de MMA, il sait de quoi il parle, il disait que tu avais le niveau UFC. Donc c'est pour dire l'expérience et le combattant que tu étais, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne te connaissent pas en tant que combattant. Donc tu as cette expérience-là, et aujourd'hui tu as formé des combattants, donc comme je disais, MMA moderne, parce que toi à l'époque tu ne viens pas de ça, ni Cyril Dabaté. À l'époque le MMA moderne n'existait pas, c'est-à-dire tu venais forcément d'un autre sport où tu allais chercher à gauche du sol, à droite de la boxe, du point-pied ailleurs. Toi, comment tu leur enseignes cette globalité? Comment tu as fait pour, entre guillemets, agglomérer tout ça pour en faire un sport? On va dire, j'ai été à bonne école. Cyril, ça a été mon coach formateur. C'est lui vraiment qui m'a enseigné le MMA. Je venais de la boxe anglaise, moi. J'ai pratiqué pendant un long moment. Par la suite, voilà, j'ai eu une carrière en MMA qui est celle que j'ai, qui n'a pas été des plus excellentes, mais elle m'a apporté une expérience qui est rarissime. Et par le biais de cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Par mon passage à la Snake Team, par aussi la découverte d'autres personnes
Voilà, j'ai fait un aggloméré de tout ça. Et surtout, j'ai actualisé mes connaissances. Que ce soit sur le plan striking, sur le plan de la lutte et tout. Et pour moi, en tout cas, on peut plus maintenant dissocier un peu de boxe, un peu de lutte, pardon, un peu de sol. On doit mettre tout ça en commun parce que c'est le sport. Le MMA veut ça. Du coup, en termes d'enseignement, j'ai limité la perfection du striking, limité la perfection de la lutte, limité la perfection peut-être du grappling en me basant sur comme je disais, des concepts. Si le geste technique n'est pas des plus parfaits, il faut qu'il soit efficace. Tant que c'est efficace, il faut le garder. Si c'est efficace, gardons-le. Maintenant, comment est-ce que je lis tout ça? Il faut voir ce qui se passe à haut niveau, sans forcément regarder l'UFC. Déjà, les compétitions amateurs, les IMAF, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut regarder. Quand vous êtes coach, vous êtes aussi un chercheur. Vous regardez ce qui se passe, vous regardez ce qui fonctionne. Et voilà, continuez de s'actualiser. Moi, j'ai le plaisir aussi de travailler avec Canal. Donc, je commente les combats pour Canal+, l'UFC. Je commente Ares. Et je vois ce qui se passe. Je vois ce qui fonctionne et je vois ce qui fonctionne pas. Donc, à chaque fois que je regarde un UFC, je repars à la salle avec du contenu. Donc, ça, c'est des choses aussi qui me permettent de mettre à jour ma base de données. Je suis au contact aussi de grands coachs. Moi, Johnny Frachet, on se connaît depuis peut-être une quinzaine d'années. Je travaillais déjà avec Johnny parce que voilà, il avait un savoir. Je partais de chez moi à Rueil-Malmaison, j'allais à Athis-Mons et je m'entraînais avec Johnny parce qu'il pouvait m'apporter quelque chose. Et de l'autre côté, lui aussi me disait, tiens, t'as ça à m'apporter en striking, montre-moi ça et tout. Et je me dis, attends, c'est Johnny Frachet qui me demande de lui donner tel ou tel conseil. Je kiffais. Vous avez un point en commun, je connais aussi un peu Johnny, donc je peux me permettre. Vous avez tous les deux un point en commun. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous aimez lire, vous aimez apprendre. Et vous avez assez de recul pour comprendre que vous ne savez pas tout. Donc vous êtes, voilà, parce que souvent tu as des coachs, ils pensent, voilà, ils ont un certain niveau, ils ont atteint le truc, ils cherchent plus à se perfectionner. Et non, ni toi ni Johnny, vous avez compris en tout cas ce côté-là, c'est que vous savez que vous pouvez vous améliorer en permanence, vous améliorer et donc améliorer vos élèves. Et donc vous lisez, vous regardez beaucoup de choses, vous écoutez beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on le ressent vraiment, parce que en plus vous parlez bien, ça c'est important aussi, parce que quand je dis vous parlez bien, je vais essayer de m'expliquer un peu mieux que ça, parce que c'est moi qui parle pas bien. C'est que vous mettez des mots qu'on n'entend pas forcément dans les salles de sport de combat. Et les mots ont une importance. Ça veut dire quoi? Le côté défonce-le, tue-le. Parfois on peut entendre par certains coachs, tu te dis non, ça se fait pas comme ça. Donc cette importance-là, je sais pas toi comment tu le ressens, comment tu penses à ton coach lorsqu'il vous donne les indications. Est-ce que ça peut t'aider? Est-ce que ça t'a aidé aussi à comprendre certains mouvements, certaines choses, certaines techniques, même lors du combat? Oui. Si comment dire, s'il me dit pas comme t'as dit défonce-le ou patati patata, c'est sûr que je vais mieux comprendre les choses, parce que défonce-le, fais ci, fais ça, c'est des mots larges. Alors que si un adversaire m'envoie un coup et qu'il me dit esquive ou remise ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc voilà, le vocabulaire qu'il emploie avec moi, c'est totalement, enfin je le comprends totalement. Donc, voilà. Mais c'est important, en tout cas je pense que c'est important. Souvent on remarque, c'est comme ne lâche pas l'affaire. C'est vrai que parfois là, ce sont des choses qu'on entend. Mais ça veut rien dire. Hein. Tu vois, si par exemple je suis pris dans une position, par exemple je suis pris en montée, il me dit continue, continue à faire quoi en vrai? Tu vois, il me dit non, mets-toi sur le côté, pousse la jambe, il me donne des détails. Et c'est ça qui est bien. Pas oui, vas-y encore, je crois en toi. Non, ça marche pas. Faut qu'il rentre un peu plus dans les détails. Aujourd'hui, à la salle, forcément, tu progresses grâce à ton coach. Tu progresses aussi grâce au groupe. Parce que si tu n'as pas un groupe autour de toi, limite une famille, parce que ça devient quand même tes potes, ça devient aussi ta famille quelque part. Si on perd les gars à la salle, on ne peut pas continuer à progresser. C'est une mauvaise ambiance, on ne peut pas continuer à progresser. Ça, c'est très important. Toi, Samba, qu'est-ce que tu penses apporter? Qu'est-ce que tu apportes au groupe? Qu'est-ce que le groupe t'apporte? Question difficile de dire ce que tu apportes au groupe. Non, franchement, ce que je pense apporter à mes partenaires d'entraînement, je pense que c'est de la motivation. C'est que ils se disent lui il est là, j'aimerais bien être à son niveau. Donc je pense les motiver
Et qu'est-ce que eux ils m'apportent? Bah, ils m'apportent du soutien, ils m'apportent aussi beaucoup d'aide, parce que bah tout seul je peux pas évoluer. J'ai besoin de mes partenaires, qu'ils soient bons en pied-point ou moins bons en pied-point. Tant que j'ai quelqu'un en face de moi qui me permet de m'exprimer, bah c'est déjà grandiose. Donc voilà, ce que je peux leur apporter de la motivation, et eux ce qu'ils peuvent m'apporter c'est des détails, enfin une présence pour pouvoir me permettre d'exceller. Et il y a des gens plus forts que moi à la salle, hein. C'est juste que, On veut des noms. voilà. On veut des noms, ils sont tous forts, tous, chacun est fort. Je peux dire Younes, Mojibo, Rémi, Benoît, tous. Enoch. Enoch, le vieux père. Enoch, c'est un vieux, mais il est très Un fort. vieux, mais Ouais. Et au passage, Enoch disait, votre sport on se roule par terre, là, jamais de la vie. Et voilà, il est là tous les jours et il donne du fil à retordre à beaucoup de gens à la salle. Donc ouais, Samba, j'ai envie de dire, Samba, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres talentueux prospects à la salle. Et Samba, c'est notre locomotive. Et tout le monde est fier de lui. Tout le monde beaucoup prennent Samba comme exemple. Et voilà, et c'est vrai que de voir Samba là où il est, ça booste, ça motive. Ça amène aussi du monde à la salle. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, moi, je ne m'attendais pas forcément à avoir autant de monde à la salle. Alors, si je peux me permettre, trop. Il y a trop. Ah, on est d'accord. Il y a trop. On a évolué, on a eu une nouvelle salle. Fighting Beat, c'est un club qui avance doucement. Mais ce que je dis aux gars, surtout, c'est que, certes, pour l'instant, on n'a que ça. Venez, on fait de notre mieux. On va pas en faire comme notre tête. On fait de notre mieux. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les résultats vont parler pour nous. On est passé de 2 créneaux par semaine, à un créneau à 19h, un créneau à 11h, à 7 créneaux sur 7. Pardon. On a 9 créneaux. C'est-à-dire que le lundi et le vendredi, on a 2 cours par semaine. Donc ça évolue pas comme on voudrait aussi rapidement, mais j'ai bon espoir que d'ici peu, on ait ce qu'on demande. C'est un rythme quasiment professionnel, là, ce que tu es en train de dire, quand même. Ouais, on a des cours tous les jours. Parce que quand c'est ça, t'es quasiment pro. On sait qu'un pro, ça s'entraîne 2 fois par jour. Là, c'est quasiment. Ça s'entraîne 2 fois par jour. Donc, c'est comme un pro. C'est comme un pro. À des intensités différentes. On n'est pas tous les jours à 100% à se dire, ouais, on fait des sparring et tout. Non. On travaille sur du thème. Souvent, nous, on fait des sparring le samedi. Pourquoi le samedi? Parce qu'en général, le samedi, c'est le jour de compétition, histoire d'habituer son corps, son esprit et tout ça à ce truc-là. C'est du conditionnement. Et le reste du temps, on travaille pour arriver au top le jour du samedi, le jour du sparring. Et là, casque, protège-dents, coquille et tout. Ouais. Voilà, on se protège parce que l'objectif aussi, c'est de faire ça le plus longtemps possible. C'est pas juste un effet de mode. On essaie de faire ça le plus longtemps possible. Moi, j'ai 40 ans. Grâce à Dieu, j'ai pas eu de blessure majeure dans ce sport, si ce n'est une rupture du tendon rotulien à l'entraînement. Ça m'a pris 6 mois pour revenir. Mais cette blessure-là, ça a été aussi un reboost pour moi. C'est que je me suis entraîné d'une autre manière. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et voilà, je m'entraîne mieux depuis cette blessure-là. Ces erreurs, ces blessures-là, elles doivent servir aussi. Mon expérience, ça sert aux autres pour ne pas faire les mêmes bêtises. Oui, c'est ça. Forcément, ton expérience, entre guillemets, même de combattant blessé, forcément, tu évites cette chose-là. On fait ça à tes athlètes. Forcément, aujourd'hui, on va te réinviter, je vous le dis clairement, pour parler du Fighting Beat. Parce que quand tu dis tous les noms, tous les prospects, je pense que voilà, il faudra qu'on en parle un peu plus sérieusement. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, de tout ça. Si on revient à Samba, c'est quoi ton avenir proche là? C'est-à-dire que là, les prochaines échéances, c'est quoi? Mes prochaines échéances, pour l'instant, c'est du repos, même si on s'entraîne, mais voilà, j'aurai peut-être un combat en janvier, sûrement à l'AEF. Ensuite, il y a les championnats d'Europe. Il n'y a pas les dates encore, mais c'est sûrement en avril ou en février. Et voilà. L'AEF, tu as déjà un adversaire Non, on n'a pas encore d'adversaire. Malik et Willy sont en train de travailler dessus. Donc c'est pour ça que je n'officialise pas ça encore, mais on va sûrement y être. Toi, t'aimerais qui? Ou toi, t'aimerais qui? Voilà, je vous donne le... Moi, j'aimerais quelqu'un qui me permet de progresser, de pas être... je veux quelqu'un qui soit à mon niveau ou un peu plus au-dessus.
Je veux pas affronter quelqu'un qui, je sais que, enfin, je vais le taper. Mais est-ce qu'en France, il y a quelqu'un, en dehors de Souil déjà, est-ce que tu as quelqu'un qui a votre niveau ou qui est un peu au-dessus de vous? Oui, il y a pas mal de personnes qui ont notre niveau, mais qui sont peut-être pas aussi actifs que nous ou que moi. C'est ça, pour moi aussi, il y a ça. Quand on est champion, pour affronter un champion, il faut mériter, peu importe qui on est, c'est un peu comme ça dans toutes les organisations, il faut avoir fait, entre guillemets, ses preuves. Ça ne veut pas dire que Samba, c'est le champion invincible intergalactique. Ça veut dire que lui, il s'est tapé. Nous, on est parti Tarbes, on est parti à Toulon, on est parti. Voilà, on a roulé. Par la MMA League, qu'on explique grosso modo. Sur le circuit MMA League, pour arriver avec les points nécessaires pour aller affronter le champion, qui était Souil. Lui, il n'a pas fait ce parcours-là. Mais on ne pouvait pas arriver et dire, bon, on va affronter Souil comme ça. Non. On a fait le nécessaire pour pouvoir avoir le droit d'affronter le champion. Et ben, ça doit être la même chose pour Samba. Après, en France, il y a certains profils qui sont intéressants. Voilà, mais on va essayer d'aller chercher d'autres profils européens parce que le but, vraiment, c'est d'aller affronter les meilleurs chez les amateurs. Parce que, voilà, si on veut être bon, il faut affronter les bons. Sans se cacher, sans chercher les combats faciles. Donc, c'est l'objectif. Peut-être un Belge, même si je sais que vous êtes devenus proches. Pourquoi pas, hein. Ouais. Si ça doit se faire. Alors, là encore, quel est l'enjeu maintenant de tout ça pour Samba ou l'enjeu pour notre ami belge? Là aussi, il faut qu'il y ait un enjeu intéressant, un progrès. Là, c'est vrai que, en tout cas en Europe, pour moi, c'est l'un des plus forts. Il est clairement fort sur le plan striking, sur le plan de défense de lutte. Donc, en termes d'opposition de style, ça pourrait être un gros fight. Mais voilà, il faut voir. Oui, l'apport. Voilà. Ouais. Pour grosso modo, je voudrais revenir simplement sur un petit point technique. Comme je sais que vous êtes deux techniciens, anciens boxeurs, forcément toujours dans le game, tu dois regarder la boxe et tout. Tu frappes de plus en plus fort. Ce qui est intéressant d'ailleurs contre le. Je vais vite faire un petit aparté. Contre l'Espagnol. Toi, tu parlais tout à l'heure de puissance. Moi, là, je parle surtout plutôt de timing. Tu vois, ce côté relâché, le timing, t'as tapé juste, t'as été précis, t'as frappé au bon moment, ce qui a permis, t'étais en plus bien relâché, hein. Ça a permis, voilà, voilà, le côté puncher. Donc, je suppose que c'est monsieur qui t'a apporté tout ça. J'en doute pas. Il y a un garçon que j'aime beaucoup, comme 99,99 des amateurs de MMA, c'est Saladin Parnasse. Saladin Parnasse a, dans son jab, dans sa boxe, il boxe comme les Mexicains. C'est-à-dire qu'il a un jab qui est comme ça et pas comme ça. Okay, ça permet de rentrer dans la garde plus facilement. Je sens que les boxeurs eux-mêmes font ça. C'est vrai qu'on ne le voit pas trop développé en France finalement, à part à Saladin seulement qui l'utilise. Je parle même pas du côté élastique, hein, c'est-à-dire je rentre, je ressors, etc. Mais vraiment ce jab. Je parle uniquement du jab. C'est vrai qu'on le revoit pas. Pourquoi toi qui es justement amateur, on sait que tu aimes aussi la boxe cubaine, même si c'est pas la même boxe que les Mexicains qui ont une boxe plus dure, plus rugueuse. Tu l'utilises pas, tu te dis. Alors je rentre vraiment dans un aspect très technique, hein, j'avoue. Ouais. Pour avoir mangé le jab de Saladin Parnasse assez souvent, parce que j'ai le plaisir moi de m'entraîner à la Hatch Academy pendant quelques années aussi. Oui, il est efficace ce jab, mais je pense qu'il va bien à Saladin. Il va bien à Saladin, et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a que Saladin qui utilise ça. Samba, on a travaillé différemment, même si Saladin, souvent je prends Saladin en exemple, je dis Samba, on veut être le boss, regarde comment il fait Saladin. Regarde comment il s'entraîne, il veut être le meilleur à tout. Sur la piste, à l'entraînement, quand les gens ils commencent à papoter et tout, tu vois que ça l'énerve. Ça l'énerve, lui il veut s'entraîner. Non, vraiment, il est... et c'est pour ça aussi que c'est le champion... qu'il est, parce que c'est quelqu'un qui aime bosser. C'est quelqu'un qui aime bosser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Cette attitude-là, cette envie de réussir. Maintenant, Samba, il a d'autres aptitudes, il a une vitesse et ce relâchement aussi dont tu parlais. Et pourquoi cette technique-là, pourquoi ce timing-là et comment c'est venu? C'est justement par rapport à il n'y a que Samba, ça aussi, qui peut le faire de cette manière-là, en tout cas, au sein du club, même s'il y a d'autres profils et tout. Benoît, il boxe différemment. Younes, pareil, il va bosser différemment. Rémi aussi. Donc, c'est différent. Modibo aussi, c'est pareil. Donc, ils vont pas boxer de la même façon. Mais ça veut pas dire que prendre
un genou de Modibo. Ça fait mal. Ah, Modibo, c'est envoyé au paradis des fighters rapidement. Voilà, donc c'est des... Et chacun a son petit spécial et tout. Et Samba, c'est sur ce relâchement-là et cette vitesse de points. Et c'est sur l'approche, comment il va t'amener le coup. Ça, c'est des choses qui sont propres à lui, ce timing. Et c'est des choses que je partage aussi avec lui parce que moi aussi, j'aime ce timing-là, j'aime cette boxe-là. Et c'est des choses que j'essaie de... Voilà, je me dis ça peut aller à Samba. Et aujourd'hui, en tout cas, face aux Japonais, ça a fonctionné. Face à l'Espagnol aussi, le bras arrière par-dessus le jab, c'est des choses qu'on avait travaillées, ça a fonctionné. Et le déplacement d'ailleurs. Les déplacements, ce relâchement. Voilà, ça va pas l'un sans l'autre. Parce que pour le coup, c'est parce qu'il y a le déplacement qui perturbe aussi l'autre, qui permet d'avoir tout ça. Par contre, son sprawl flottant, c'est son truc. C'est son truc. Et ça, c'est incroyable. Il flotte sur les gens. Michael Jordan, là, aussi, D'ailleurs, Juji, spécialiste du sol à la bagarre, me disait que tu avais un grappling qui était quand même hors norme, qui était quand même de très haut niveau. Tu l'as acquis avec qui ce grappling justement? Toujours monsieur. Toujours. Je suis né chez Malik dans le MMA. T'as pas un coaching spécifique, t'as pas un coach spécifique sol, c'est vraiment toi qui. Non, alors jusqu'à cette année, c'est moi qui donnais les cours de grappling. Rémi m'aidait aussi. Pareil, Rémi, c'est un élève, c'est devenu maintenant un des piliers du club. Mais Rémi, il a commencé, c'était un bodybuilder. Il est actuellement à 9-2 chez les amateurs. Il va passer pro. Et il sera sur la carte de l'Hexagone MMA à la Villette. Donc ça aussi, c'est un le 26 pour le club, le 26. 26 janvier. Voilà. Et Rémi, pareil, que ce soit Samba ou Rémi. Pour ma part, moi, le grappling, j'étais nul. J'étais nul. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup concentré. Non, et puis après, j'ai fait... Pardon ? Oui, après, j'ai évolué beaucoup avec Fabien Brochetel. Et Evoluta, et ça a été un déclic pour moi. Vraiment, sa patte et tout. Lui aussi, c'est quelqu'un qui... On va dire vite fait Evoluta, qui... je te laisse le dire. Ouais, Evoluta. Et, gros club, donc, de... Oui, de grappling et de lutte à livre. Surtout, okay. Ouais. Et donc voilà, moi, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Et voilà, j'ai décidé de me lancer aussi dans le grappling. Et voilà, j'ai évolué dans le grappling. Et j'ai même été jusqu'à faire vice-champion de France chez les confirmés. Même au-delà, aujourd'hui, tu as même créé dans ta ville. Oui, et j'ai créé aussi le roll-up, qui est l'événement grappling jiu-jitsu français de référence en France. Et l'année prochaine, on va revenir avec un gros événement, le Roll-Up 6. Donc ça, c'est ça aussi. Mais voilà, mon évolution dans le grappling, elle a été due beaucoup en partie à Fabien. Et voilà, j'ai continué à coach, c'est un chercheur en vrai. Quand tu coaches, tu cherches ce qui peut aller à toi, ce qui peut aller à... Moi, j'ai un jeu un peu... je suis un peu costaud sur le haut du corps, donc tout ce qui est... faut serrer, faut passer en force, ça me va. Samba, c'est différent. Et Samba a fait des compètes de sol, il a fait champion de France en grappling, il a fait champion, je sais pas, il a remporté pas mal de compétitions, il a battu des confirmés. Mais c'est pour ça que je dis, les gens ne savent pas, il y a des choses qu'on n'a pas vues de Samba. Mais Samba en sol, il est sur pas mal de compètes, il finalise aussi. Donc ça, c'est... D'ailleurs, sur tes 14 victoires, t'as 3 finitions. 3 en soumission, quoi. Et même le Tajik, là, en demi-finale aux Zimov, je lui ai mis un triangle à la fin du premier round. Et ça a sonné. Ça a sonné trop tôt. 5 secondes de plus, il dormait, je pense. Ce qui est vrai en plus. Oui, c'est vrai, tout à fait, ouais. Donc, ça s'est joué pas à grand chose. Hein. Exact. J'ai un très bon grappling grâce à Malik. Mais voilà, c'est pas que je peux pas l'exprimer, c'est que voilà, je me laisse pas amener au sol. Mais si on va au sol, je vais pouvoir te soumettre, comme te finaliser avec des frappes. Donc voilà, je suis un combattant complet. Je sais faire du grapp, du MMA, de la lutte. Mais voilà, j'ai mon style qui cache tout ça. Est-ce que, pour finir là-dessus, on sait maintenant qu'il n'y a pas un style fighting beat, parce que chaque combattant a ses propres qualités physiques, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un style fighting beat dans l'attitude? Parce que quand je te vois, quand je t'entends, un peu la même chose. Des garçons qui sont sûrs d'eux, mais qui restent humbles, qui sont sûrs de leur qualité, mais qui ne sont pas arrogants,
Est-ce que c'est pas ça, finalement, ce qu'on aime aussi, nous, même si aujourd'hui, on sait, c'est la mode du trash talk. Ça apporte de la visibilité, ça apporte du follower. OK. Mais il y a aussi autre chose qui existe, c'est-à-dire montrer ses qualités par le travail. Moi, ce que je leur demande, c'est, voilà, si vous ouvrez votre bouche, prouvez ce que vous avancez dans la cage, avant tout. Et votre attitude, votre aura doit parler pour vous. Parce que la première chose avant que tu parles, c'est ce que tu dégages. Et cette énergie que tu dégages et tout, on la voit, et on peut la ressentir et tout. Et oui, Samba, il a ce profil, entre guillemets, oui, low profil, il va parler doucement et tout, mais dans la cage, voilà, on sait. Et Younes, pareil, c'est vrai qu'il a cette attitude un peu, mais lui, il est complètement exubérant. La dernière compète qu'il a fait, il a tout soumis, je crois. Ouais, il a soumis quasiment tous ses adversaires, dont une soumission la plus rapide. Il pose les mains sur son adversaire, boum, il le soumet. Donc il y a ça. Et Rémi, pareil. Rémi, c'est quelqu'un qui est un peu plus, voilà, il va peut-être un peu plus vers les autres. Même des fois, je lui dis, arrête de faire ton Rémi, s'il te plaît. Arrête ça. Il va parler avec son adversaire, tranquille, lui, ça va. Après, il fait des cœurs, alors que dans la cage, il va lui arracher la tête, il va l'étrangler jusqu'à ce que... Et qu'il endort avant. Voilà. Et ça, c'est, voilà. Et c'est vrai que, comme je me répète là-dessus, je veux pas faire des clones. Être combattant, c'est aussi exprimer le soi intérieur. Et voilà, et j'ai hâte vraiment que chacun puisse aller un peu, voilà, on est les Avengers, on y va et tout. Certes, on a le drapeau Fighting Beat, mais voilà, chacun, par le travail, par la bienveillance entre nous, bah, chacun est libre d'être qui il est, en fait. D'être qui il est, comme il veut être, mais quand on doit se taper dessus, et bah, venez, on fait appel aux meilleurs combattants qu'on a entre nous, le reste, la personnalité, ça les regarde. Ça les regarde. Alors certes, je ne pourrais pas être proche peut-être avec chaque combattant comme je le suis peut-être avec Samba, mais au bout d'un moment, quand c'est l'heure d'aller bosser, boum, on enfile notre costume, on est ensemble. On est ensemble à fond et c'est ça aussi peut-être l'esprit Fighting Beat. Fighting Beat, c'est plus grand que moi. C'est pas juste Malik Silla. On essaye, du moins je pense avoir impacté le club, il a impacté beaucoup de gens. Moi j'ai dit un truc à Samba un jour, j'ai dit si tu ne lâches pas à la faire, si tu continues à croire en toi, tu vas changer ta vie et la vie des gens qui t'entourent. Comme moi ce sport, ma rencontre avec Cyril, avec d'autres gars, d'autres anciens de la Snake Team, a changé ma vie et la vie des gens qui m'entourent. Aujourd'hui je gagne ma vie grâce au sport, pas avec Fighting Beat, Fighting Beat c'est une association, mais je fais du coaching. J'ai pas de patron au-dessus de moi. T'es commentateur sur Canal. Je travaille Canal+. Ouais, c'est pas rien. Et je commente l'UFC. C'est-à-dire que là, moi, j'étais à New York et j'étais à Times Square. J'avais un micro Canal+, et j'expliquais aux gens ce qui allait se passer. Ça, c'est un truc de fou. C'est un kiff. C'est un kiff, oui, c'est ça. Donc, mais ça, c'est lié à des choix que j'ai fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, parce que moi, j'ai cru au MMA, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas... Et t'as cru en toi. Et j'ai cru en moi. Surtout. Aussi. Surtout et avant tout. Et c'est peut-être ça que j'essaie de communiquer à travers ça. D'ailleurs, la bagarre-vie. Voilà. La bagarre-vie. Voilà, il y a bagarre-vie, ça aussi, ça arrive. Bagarre-vie. Bagarre-vie, c'est ça. C'est, on m'a rien donné. J'ai hérité de personne. J'ai mes parents, voilà, j'ai dû me battre pour des choses que mes parents pour des choses dont mes parents aussi ont dû se battre et tout. Bah, aujourd'hui, je suis là. Il y a Fighting Beat, certes, il y a Bagarre-vie, et maintenant, c'est à eux d'écrire leur histoire. Moi, je vais être là et je vais essayer tel professeur Xavier de guider, voilà, les guider au mieux. Mais c'est plus grand que moi. Et peut-être des Fighting Beat, il y en aura d'ici peu, on aura des antennes Fighting Beat un peu partout. Espérons-le. Avec voilà, cette même volonté. Ceux qui ont envie de se battre et de s'en sortir et de faire des choses de leur mieux, bah venez, on y va. Let's go. Pour finir là-dessus, très joli message. Et encore une fois, je le répète, on te veut à la bagarre en portrait pour vraiment Malik Silla pour qu'on parle de Fighting Beat. Je dis même pas, moi. Mais Fighting Beat. Il faut que tu parles un peu de voilà, mettre en avant aussi des bons clubs. Même s'il y a plein de bons clubs. J'aimerais revenir sur le fait, t'as dit les personnalités, etc. Si on n'aime pas la personnalité du coach, bah, on va pas rester forcément avec lui. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est à peu près tous comme on est.
Malik, bah, si j'aimais pas sa manière de coacher, bah, j'aurais pas continué. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des combattants. Si on s'entend pas avec notre coach, avec qui on est très souvent, bah, ça colle pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, bah, on est presque pareil. Là, c'est Malik. Moi, c'est Samba. Enfin, je suis là dans 40 ans, peut-être. Enfin, Dans 40 ans. Dans 40 ans. quand j'aurai 40 ans. Dans 20 piges, bah, c'est moi. Sans la casquette, mais voilà, ce serait moi. Donc double tacle. Sans la casquette et dans 40 ans. Non, mais... Ah, mais moi, j'ai les cheveux. Cette casquette, elle me va pas, moi. Donc voilà, non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est grâce à ce qui dégage qu'on est à ses côtés. Donc voilà pourquoi on est à peu près similaires. Dernière question, parce que sinon je vais pas vous lâcher. Dernière question. Là, depuis tout à l'heure, on sait ce que Malik Sylla a apporté à Fighting Beat, forcément. On sait ce que Malik Sylla vous apporte. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que toi, tu apportes à Malik Sylla? Qu'est-ce qui a fait que Samba fait aussi de Malik Sylla ce qu'il est lui aujourd'hui comme coach? Parce que forcément, je pense que les élèves, je pense pas qu'on devienne un entraîneur ou un coach uniquement par le Saint-Esprit, parce que j'ai étudié, parce que ceci. Je pense qu'il y a aussi une rencontre avec des élèves et les élèves nous font aussi évoluer. Toi, qu'est-ce que tu penses? Comment tu as pu apporter quelque chose à ton coach? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a fait évoluer grâce à toi? Il est pas là. Ah non. Bah, je dirais une certaine reconnaissance, une certaine récompense des investissements qu'il a fait il y a de nombreuses années. Ce que je fais dans la cage, bah, c'est sa récompense. Parce qu'il prend de son temps, il s'investit à 100 000% pour nous permettre d'être apte le jour de combat. Et voilà, je pense lui apporter une certaine satisfaction. Et voilà, après, c'est tout ce que je pense lui apporter. Un certain plaisir à me voir combattre. Peut-être qu'il se voit en moi, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Une certaine récompense, je dirais. Il te motive, il au pluriel te motive à te dépasser encore comme coach? Ouais. Un champion doit entraîner son entraîneur. C'est ça, c'est entraîner son entraîneur. Ça veut dire, lui, dans sa manière d'agir et tout, il me pousse à réfléchir aussi. Mais comment est-ce que je peux... Là, certes, il est bon et tout, mais ça suffit pas. En vrai. Qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour l'apporter? Donc oui, en tant que coach, bah, ça me pousse à aller chercher ce qu'il y a de mieux. Et là, la prochaine étape, c'est ok, là, moi, j'ai fait une partie du travail. Maintenant, comment est-ce qu'on sort une nouvelle fois de sa zone de confort? On a prévu d'aller à l'étranger. On a prévu d'aller notamment en Thaïlande. Je vais le confier quelque temps à Yves Landu, qui essaie d'apprendre aussi des super pouvoirs. S'il y en a qui connaissent pas Yves Landu, s'ils connaissent pas Yves Landu, ils n'ont rien à faire ici. C'est pas faux, c'est pas Rien faux. à faire ici. Mais Yves Landu, Yves, s'il te plaît, rentre en France. Arrête de vivre en Thaïlande. Il est bien là. Non, mais justement, moi, il me rage tous les jours quand je le vois poster des trucs. Il a beau temps en permanence et tout. Donc, en plus, il nous a régalé au dernier Bellator là, aux US. Franchement. Sur le japonais, là, c'était. Donc la Snack Team, entre autres, Bellator, etc. Donc tu vas faire un petit stage avec Yves, c'est bien ça. Ouais, ça serait incroyable. C'est prévu pour quand? Tu sais déjà? T'as une petite idée? 2024? Ouais, 2024. Il va pas revenir, il va rester avec Yves. C'est ça. Et, en vérité aussi, pourquoi la Thaïlande? Pourquoi Yves Landu aussi? Mais la vie de combattant, c'est une vie incroyable. Je tape les gens pour vivre. J'ai entendu celle-là. Ouais, mais c'est taper les gens et de se retrouver. Moi, la bagarre, le combat, ça m'a fait voyager. Comme je disais à l'époque, le MMA, il fallait prendre l'avion, il fallait aller truc. J'étais en Russie, j'ai été en République tchèque, j'ai été en Inde. L'Inde. Et c'est qui va en Inde? Que eux. Faire du yoga? Non, mais c'est. Ouais, mais l'Inde, alors certes, c'est un pays touristique, mais moi, jeune de quartier, je vais aller en Inde. Merci la bagarre. Merci les sports de combat. C'est ça m'a amené voilà, à voyager, à découvrir le monde sous un autre œil, découvrir aussi. Je connaissais pas, moi, les Tchétchènes. J'ai été à Vladivostok, je sais plus, c'était en 2009, quelque chose comme ça. Vladivostok, c'est la ville la plus éloignée, pour ceux qui ont. Oui. Hein, la ville la plus éloignée à l'est. Ah, c'est ça, c'est ça. Ok, et du port de Vladivostok, on voit le Japon. Voilà. Il faut dire qu'il fait très très froid aussi. Hein. Il fait très très froid. Très très froid. Et ce jour-là, avec Cyril donnait un stage, et voilà, moi,
je suis là-bas, je devais affronter un Russe là-bas. Pour moi, les Russes, c'était tous les mêmes. J'étais ignorant de tout ça. Et je rencontre un groupe de combattants là-bas. Et ils me demandent mon prénom. Et je dis Malik. Et il me dit Malik. Je dis oui. Je dis t'es musulman? Enfin, ils me demandent un musulman? Je dis yes. Et ils m'ont pris dans leurs bras. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti nulle part. Genre, juste parce que, alors, ça parle peut-être à des musulmans, enfin, des croyants, ou c'est pas pour dire, voilà, les musulmans, mais c'est comme ça que j'ai fait la rencontre, moi, du peuple tchétchène. Et, alors, certes, aujourd'hui, on parle beaucoup des Tchétchènes, tout ça, mais d'arriver là-bas et de voir des gens, voir des Russes avec des prénoms arabes, musulmans, alors qu'on connaissait pas tout ça avant. Et, qui m'accueille de cette façon-là, ça m'a vraiment touché. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'est grâce au sport, en fait. C'est grâce au sport que j'ai pu découvrir ça. Ouais, t'as rencontré. Et voilà, et d'aller en Thaïlande aussi, ça a été en un déclic, voilà. Albanie. Oui, même l'Albanie, on a découvert l'Albanie. Pour Samba, pareil, c'était un des premiers gros voyages qu'il a fait. C'était l'Albanie. La première fois que j'ai pris l'avion de toute ma vie, c'était pour aller au stage de Flavio Santiago à Nice. Et c'était pour le sport. Sinon, avant ça... Alors, gros nom aussi d'ailleurs, hein, Flavio. Ouais, Flavio qui a apporté la goutte à livrer. En France, qui a été le professeur de Fabien, Mehdi Othman. Vraiment tous les... Alors, j'en oublie, il faut pas m'en vouloir. Pour ceux qui étaient à Nanterre à l'époque, qui ont de la chance de tourner avec Flavio. C'est ça, même Johnny. Même Johnny, oui. Prof de Johnny. Et c'est Flavio Santiago, Flavio Peroba, pardon, qui a apporté la lutte à livrer ici à Paris. Puis voilà, aujourd'hui, on est tous un peu des... Ça fait des petits, ouais. Voilà. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Pour ceux qui savent, pour les vieux. Apparemment, je suis plus trop jeune non plus. Je dirais pas mon âge, sans tu sens qu'il va me tacler aussi. Non, t'inquiète. En tout cas, nous on vous dit à très vite sur la bagarre, mais avant tout, vous allez follow sur les réseaux Monsieur Samba Sima, Monsieur Malik Sylla, si c'est pas déjà fait, le Fighting Beat également, Bagarre Vie. Et nous on se dit à très très vite, forcément pour de nouveaux portraits. Celui de Malik est prévu. Je peux faire un petit, Bien sûr. Un petit mot. Merci en tout cas merci pour l'invitation à toute la team La Bagarre. Et dès qu'on a lancé un peu tout ça officiellement avec le cousin Amika, on fera peut-être gagner des t-shirts Bagarre Vie via votre page et via, via le site. Nous on en veut, on est prêt à les payer, il n'y a pas de souci. Mais non, mais en plus, quoi de plus joli comme nom que Bagarre Vie, pareil. Franchement, c'est pas classe, ça. Si tu veux remercier aussi des gens, bien entendu. Moi, j'aimerais remercier mes sponsors, Neoptim, Alpha Burger, DTR, Octane, l'Arsenal. J'aimerais aussi remercier mes partenaires d'entraînement, Malik, mes amis aussi, ma famille. Je vais dire 2-3 noms après, sinon j'ai trop de gens à dire, mais Assi, Mitrissa et Ablay, ils sont venus jusqu'en Albanie pour me soutenir. Ah, ça, c'est des vrais amis. C'est une vraie preuve d'amitié et je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, je remercie ma famille, mes amis, Daoud, Philibert, Medjik, grâce à qui j'ai pu commencer les sports de combat. Boxe. Ouais, par la boxe, j'ai commencé avec eux. Donc merci à mes grands frères qui m'ont permis d'être assis sur ce fauteuil en face de toi. Et voilà, merci à Malik pour tout ce qu'il fait pour moi et mes confrères au sport. Et je pense que voilà, j'ai remercié tous ceux dont j'avais à remercier. Et merci à moi pour mon travail. Bien sûr. Merci à moi. Moi, j'aimerais aussi vite fait saluer vraiment le travail de Samba, le travail qu'il fait pour lui-même déjà, parce que certes, c'est pour lui, et le travail qu'il fait pour les autres, les enfants. Il est là à 9h le mercredi matin, à 10h le samedi, à 15h pour les ados aussi. Donc voilà, il s'investit beaucoup. Et ça aussi, c'est important. Et merci à toi, Samba. Merci à toi. Merci en tout cas à vous. Parce que nous aussi, on vous remercie forcément La Bagarre. Vous avez fait KO, ton émission sur Canal+. Vous avez fait RMC. Et là, vous avez fait la meilleure émission sur YouTube, qui est La Bagarre. Non, je rigole, mais merci franchement d'être venu. C'est vraiment, voilà. Pour le coup, c'est très sympa de votre part parce que, voilà, qu'on a fait de ces gros médias, il n'y a pas besoin de venir à La Bagarre. Et franchement, merci à vous. Vous étiez presque les premiers à m'interviewer au championnat de France. Donc. Nous, on est là. On sera toujours reconnaissants. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Et on nous dit encore une fois, cette fois, c'est sûr et certain, à très vite à La Bagarre. Follow ces deux garçons. Allez, tchuss, les garçons.